Bonsoir, les titres. Bonne nouvelle, en cette journée où il y a eu beaucoup de bouchons sur les routes, le nombre des victimes d'accidents de la route continue de baisser en France. La Bosnie, le plan Vance-Owen de nouveau en question après le référendum des Serbes de Bosnie. Ils ont dit non. Les Européens hésitent maintenant. Rugby, le 15 de France a battu la Roumanie à Bucarest tout à l'heure, 37-20. Et puis le sida qui mobilise le cinéma. Nous commencerons par là. Le Festival de Cannes fait une petite parenthèse ce soir, projection et dîner afin de récolter des fonds pour la lutte contre cette terrible maladie. Nous en parlerons dans le courant de ce journal avec Lynn Renaud, associée à cette opération. Mais bien sûr, c'était les stars américaines qui faisaient l'actualité. Sylvester Stallone et puis surtout Liz Taylor, star parmi les stars. Pascal Deschamps, Vincent Guérard. Première image cannoise de Liz Taylor, c'était dans l'entrée de service d'un palace de la Croisette. Avec un quart d'heure de retard sur le planning distribué à 4000 journalistes sur les dents, la star se préparait à donner le coup d'envoi d'une soirée exceptionnelle. Une presse en effervescence, une Croisette paralysée par l'attente. On l'espérait devant, elle est arrivée discrètement par derrière. Une mobilisation à la hauteur de l'événement, car cette soirée, Liz Taylor y pense depuis des années. Pas seulement pour récolter des fonds, mais aussi pour rassembler autour d'elle toute une profession jusque-là réticente à s'engager contre le sida. Et ce soir, elle a gagné. Aux côtés de Phil Collins, et avant de retrouver Michael Douglas et Sylvester Stallone, Elizabeth Taylor a une nouvelle fois appelé à la tolérance. Ce n'est pas l'actrice qui vient devant vous aujourd'hui, mais la représentante de tous ceux qui sont touchés par le sida. Je suis l'avocate de l'enfant qui meurt dans un pays pauvre. Je suis la voix du toxicomane qui se pique dans les quartiers défavorisés. Je suis la déléguée de la prostituée des rues de vos grandes villes. Je vous demande simplement d'aider tous ceux qui ne peuvent pas parler. On n'a plus le temps de se déchirer, on n'a que le temps de travailler ensemble. Elizabeth Taylor a remercié tous ceux qui à Hollywood font enfin du sida le thème de film, bien que, dit-elle, il n'y ait pas de happy end possible, et notamment la chaîne de télévision HBO qui vient de produire son premier téléfilm avec des stars comme Richard Gere. Elle a remercié aussi la compagnie qui va dans quelques minutes projeter au Palais en première mondiale le dernier film de Stallone, lui aussi concerné. Ce que j'essaie de promouvoir, c'est que les acteurs, les gens du cinéma et du monde des arts en général, les danseurs, les chanteurs, etc., se mobilisent. Car les gouvernements ne travaillant pas assez vite, nous devons mettre toute notre énergie pour combattre cette maladie, où nous allons tous en mourir. Dans Cliffhanger, Stallone engage une course contre la montre pour récupérer 100 millions de dollars. Ce soir, ils espèrent tous récolter 1 million de dollars, 5 millions de francs, grâce aux billets payés par les spectateurs, 300 francs, grâce à la vente aux enchères de photos de stars, grâce enfin au repas organisé au Moulin de Mougins, chez Roger Verger, qui attend le gratin. 2500 $ la place. Alors cette table est la table d'Elizabeth Taylor qui va être... Une soirée unique dont les bénéfices n'iront pas aux États-Unis mais à des associations françaises et internationales. Le fléau est mondial, nous avons besoin de tous. Voilà, et nous retrouverons Lynn Renaud tout à l'heure et nos envoyés spéciaux à Cannes, donc dans quelques minutes. L'actualité de ce jeudi de l'Ascension, c'est la route encombrée, la route qui tue, mais qui heureusement tue de moins en moins en France. D'abord l'effet du jour, Bison Futé avait averti, mais les bouchons ont été encore plus importants que prévu, notamment sur l'A7 au sud de Lyon et sur l'A10 au départ de Paris. Cela dit, la bonne nouvelle du jour, donc, c'est que les accidents de la route tuent un petit peu moins chaque année en France. C'est peut-être la conséquence du permis à points. Sachez tout de même qu'au cours des 12 derniers mois, il y a encore eu près de 9000 morts sur la route Alain Douesky. On est à peu près persuadé, et les résultats le prouvent, que les 3 derniers trimestres, donc depuis l'instauration du permis à points, il y a un meilleur comportement de l'usager de la route. On peut dire que oui, maintenant je fais plus attention. Oui. Faites plus attention à quoi? Au radar. Au radar. Et puis ça responsabilise davantage. On ralentit, on lève le pied, on fait attention. Je ralentis davantage, j'appuie moins sur le champignon. Vous aviez tendance à aller un peu vite autrefois? C'est vrai, oui, complètement. Ça me... Quelque part, c'est un frein. Sur autoroute nationale, ça va pas me ralentir, quoi. Pourquoi? Parce que j'aime pas rouler à 130 et que je supporte pas et que ça m'énerve.
1er juillet 1992, instauration du permis à points. Dans l'esprit des pouvoirs publics, il s'agit de faire baisser de manière significative le nombre de morts et de blessés sur la route. Depuis 10 mois, le nombre d'accidents corporels n'a pas cessé de diminuer. Si quelques-uns ne se résignent pas encore, il y a toujours autant d'infractions relevées, elles sont moins graves. Une réglementation plus sévère n'aurait servi à rien pour éviter ce genre de scène si les pouvoirs publics ne s'étaient pas donné les moyens de la faire respecter par des contrôles encore plus nombreux. Le Rhône pollué à une vingtaine de kilomètres au sud de Vienne dans l'Isère. 5 tonnes de poissons morts ont été repêchés depuis hier soir sur les 2 rives du fleuve. Marie-Hélène Bonneau. Des poissons-chats, des carpes, des anguilles, des silures. 5 tonnes le ventre à l'air, morts. Depuis plusieurs jours, ils dérivent sur le Rhône jusqu'à la limite de l'Ardèche et de la Drôme. Des poissons qui vivent essentiellement en profondeur. Depuis 2 jours, les pompiers tentent de nettoyer le fleuve. La zone de pollution s'étend sur plusieurs kilomètres au sud de Vienne. Une pollution dont l'origine reste inconnue. Dans un premier temps, les enquêteurs pensaient qu'elle provenait de la station d'épuration de Saint-Fond dans le Rhône. Station arrêtée pour 5 semaines pour travaux. Mais depuis 8 jours, des analyses de l'eau n'ont rien révélé d'anormal. D'autres tests sont en cours pour déterminer si cette pollution est d'origine atmosphérique ou industrielle. Et les premiers résultats des analyses préciseront également la nature du produit toxique responsable et sa provenance. Nouvel attentat contre Nouvelles Frontières, l'organisateur de voyage. C'est en effet le 3e attentat en peu de temps contre une agence de ce voyagiste. Cette fois, c'était l'agence du 5e arrondissement de Paris. Question, qui en veut à Nouvelles Frontières? Maryse Burgot. C'était une agence Nouvelles Frontières à Paris. Cette nuit, vers 1h du matin, elle a volé en éclats. Pas de tracts, pas de revendications, mais selon les enquêteurs, l'explosion est bien d'origine criminelle. Paris, Marseille, Ajaccio, 3 attentats dans 3 agences différentes en moins d'1 an et demi. Alors question, qui sont les ennemis de Nouvelles Frontières? Je n'ai reçu aucune menace, explique aujourd'hui Jacques Maillot, PDG de la société. Je ne comprends pas, c'est maintenant à la brigade criminelle d'enquêter. Des enquêteurs qui pourraient bien se tourner vers des pistes corses. La Corse, où ces dernières années, Jacques Maillot a mené une réelle politique d'implantation. Multiplication des vols charters à destination de Bastia et d'Ajaccio, acquisition de 2 hôtels, la société Nouvelles Frontières fait des affaires avec l'île de Beauté, ce qui n'est peut-être pas du goût de tout le monde. Le preneur d'otages de la maternelle de Neuilly a été inhumé aujourd'hui. La cérémonie s'est passée dans une relative discrétion dans son village de Cers, dans l'Hérault. Arnaud Boutet. Aujourd'hui, le village est en deuil. Il perd un des siens, tout simplement. Et le village de Cers a essayé d'être le plus proche de la famille Schmitt, sans avoir à juger ce qui s'était passé pour cette pénible affaire. Mais dans le regard des curieux, toujours cette même interrogation, pourquoi ce geste? Ils sont du village, mais s'écartent du cortège, de la centaine de personnes qui marchent vers l'église, la famille, les amis d'Éric Schmitt, effondrés mais dignes devant une barrière de journalistes. Certains vont plus loin, ils tentent de comprendre. Il a voulu faire croire qu'il était capable de faire sauter l'école, mais il l'aurait jamais fait, j'en suis sûr. Il a même pas touché les enfants, il les adorait. Il adorait mes enfants et tout. Il n'aurait jamais fait ça. Je pense que c'était volontaire, il était conscient, il voulait en finir. Pour tous, Éric s'est donc suicidé. Un acte volontairement médiatique avant l'intimité des funérailles. Il repose désormais ici, dans le village de son enfance. À l'étranger, d'abord ce terrible accident d'avion en Colombie. Un Boeing qui assurait la liaison entre Panama et Bogota s'est écrasé dans les montagnes. Il n'y a aucun survivant parmi les 132 occupants de l'appareil. Anne Poncinet. L'avion a disparu des écrans radars quelques minutes avant d'atterrir sur l'aéroport de Medellín. Il était 22 h hier, heure de Paris. L'appareil venait de percuter une montagne. Mais c'est seulement ce matin que la carcasse a été repérée, totalement pulvérisée. Le plus gros débris ne dépasserait pas 1 mètre carré. Il ne s'agissait pourtant pas d'un petit avion, mais d'un Boeing 727 avec 125 passagers et 7 membres d'équipage. Il n'y a vraisemblablement aucun survivant. L'envoi des secours terrestres est évidemment extrêmement difficile en raison du relief très escarpé. Les causes de l'accident, elles, restent pour l'heure inconnues. Lors de son dernier contact radio, le pilote n'avait rien signalé d'anormal.
Les députés britanniques se prononcent en principe aujourd'hui sur le traité de Maastricht, 2 jours après le oui danois. Mais ne croyez pas que ce soit si simple, car ensuite le texte devra passer à la Chambre des Lords, puis subir encore quelques examens. En tout cas, les députés aujourd'hui sont entrés dans le vif du sujet. Christian Marimono, à Londres. Autant suspend ton vol. Big Ben s'est arrêté à la veille du débat sur Maastricht. Étrange. Étrange l'atmosphère à la Chambre des communes cet après-midi. À l'ouverture de la 3e lecture du texte sur Maastricht, peu de députés, peu d'enthousiasme. Même Douglas Hurd, le ministre des Affaires étrangères, avait du mal à créer l'ambiance. Et pourtant, le débat risque encore d'être long. D'ici l'été, peut-être avant la fin du mois de juillet, mais on dit aux députés nationaux qu'ils ne doivent pas réserver leurs vacances à l'étranger avant peut-être le 15 août. Ensuite, la Chambre des Lords, où Mme Thatcher a bien l'intention de réveiller les vieux démons anti-européens, même si son crédit personnel s'est estompé. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'en menant son campagne, elle a tellement fait du mal au Parti conservateur et à l'autorité du Premier ministre qu'il y a des gens qui disent d'une partie qu'elle est devenue complètement folle. John Major attendra serein les résultats car l'opposition travailliste devrait s'abstenir. Le vote qui interviendra ce soir sera sans surprise. Mais ce qui est certain, c'est que la procédure restera encore très longue, probablement jusqu'à l'automne prochain. L'ex-Yougoslavie maintenant. Les Européens réaffirment leur soutien au plan Vance-Owen. Ils sont réunis en ce moment à Rome dans le cadre de l'UE. Cependant, ce plan, quoi qu'on fasse, est remis maintenant en question par le refus des Serbes de Bosnie de l'appliquer, avec leur référendum auquel ils ont dit non. C'est en tout cas l'opinion du président américain Bill Clinton qui pense effectivement que ce plan est remis en question. Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères, pense lui aussi que ce plan pourrait être révisé. Véronique Tavo. La Bosnie au centre des débats. Pendant 2 jours, la principale question abordée ici à Rome. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union de l'Europe occidentale, l'UEO, ont tenté une nouvelle fois de trouver une solution. Une solution qui passerait aujourd'hui peut-être par un réaménagement du plan Vance-Owen. C'est en tout cas ce que nous a confié à demi-mot Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères. Est-ce que le plan Vance-Owen n'est pas complètement dépassé maintenant ? Il n'est certes plus adapté à la situation sur le terrain, mais c'est le seul moyen d'amorcer une logique nouvelle. Si ce plan est confirmé, si nous passons à sa mise en œuvre, nous entrons dans une phase tout à fait différente. Cela veut dire qu'il y a eu cessez-le-feu, qu'il y a eu arrêt des combats, que l'ONU, l'OTAN, sont prêts à envoyer sur le terrain 50 à 60 000 hommes avec une forte participation américaine et bien sûr une participation européenne. On rentre alors, je le répète, dans une phase différente qui sera longue, qui sera difficile, qui là aussi sera chaotique, mais qui nous permettra de nous éloigner de ce drame et de cette guerre qui sévissent actuellement. Est-ce que les Américains et les Européens sont en osmose sur ce point? Discutons. Nous sommes en dialogue. Peut-être pas en osmose. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une position américaine nettement arrêtée et une position européenne qui lui soit contraire. La solution de force, celle qui consiste à donner des armes à tout le monde et puis à frapper par la voie aérienne, c'est la solution du désespoir. Elle n'est peut-être pas à exclure, bien entendu. Laissez-moi encore croire quelque part au fond de moi-même qu'on peut l'éviter. Et voilà encore une illustration de la complication du conflit dans l'ex-Yougoslavie. Par exemple, l'archevêque de Zagreb, qui est, je vous le rappelle, la capitale de la Croatie. L'archevêque de Zagreb donc est reçu en ce moment à Paris par Monseigneur Lustiger. Ses propos, vous allez le voir, reflètent bien l'opinion des Croates. Ils ont un ennemi avant tout, ce sont les Serbes. Bref, le conflit entre Serbes et Croates n'est pas éteint, lui non plus, et loin de là. Marc Maisonneuve, Pascal Pueyo. Saint-Cyril et Saint-Méthode dans le 20e arrondissement, l'église des 4000 Croates de Paris. Ces exilés sont venus écouter Monseigneur Quaritch, l'archevêque de Zagreb, capitale d'une Croatie catholique à 80%. Le discours à l'intérieur de l'église est volontairement modérateur. Il est difficile de pardonner, de ne pas se venger, mais le faire, c'est la défaite de l'homme. Après la prière, le ton change, le discours est politique. Il désigne clairement l'agresseur, la Serbie. C'est une politique de la Grande Serbie qui a commencé avec 2 éléments. Un élément idéologique, marxiste, un élément nationaliste, pour construire sur les ruines de la Yougoslavie un nouvel État
de la Grande Serbie. C'est l'agression contre les libertés des autres. Le cardinal ne cesse de le dire, il faut reconnaître l'agresseur serbe pour prendre la défense de la victime croate. Il a 4 jours pour convaincre les Français et surtout le pouvoir politique. Nous ne pouvons pas nous substituer aux gouvernants, ni aux politiques, ni aux forces armées, mais faire entendre la voix humaine, chrétienne, du pardon et de la réconciliation. Mais le cardinal Quaritch peut-il encore parler de réconciliation, lui qui évoquait, soutenant l'idée d'une intervention militaire, le droit du maître de maison d'appeler la police lorsque viennent les voleurs? Au Proche-Orient, toujours la tension dans les territoires occupés par Israël. Les affrontements continuent. Dernier exemple, 4 Palestiniens abattus à Gaza par l'armée israélienne avant-hier. Hier, ce sont 2 autres Palestiniens qui ont été abattus en Cisjordanie. Charles Anderlin. L'accrochage vient de se terminer. Les soldats ont tiré en direction de jeunes lanceurs de pierres. Ce jour-là, la plupart des victimes hospitalisées provenaient d'un meeting des intégristes du Hamas interrompu par l'intervention de l'armée. Ce jeune Palestinien a la colonne vertébrale sectionnée. 34 enfants de moins de 16 ans ont été tués par balle au cours des 6 derniers mois. C'est le bilan le plus lourd depuis le début de l'intifada en décembre 1987. Comme le veut la tradition musulmane, les morts sont enterrés immédiatement. Les familles des victimes reçoivent le soutien de tout le quartier qui participe à l'organisation du deuil. Et lorsqu'il s'agit d'un militant tombé au combat, les groupes clandestins font leur apparition. Ces images ont été tournées il y a 1 semaine dans un quartier de Gaza. Le Hamas honorait la mémoire de 5 membres de sa branche armée, le commando Azedine El-Qassem. L'organisation considérée comme la plus dangereuse par les autorités israéliennes, celle qui a réalisé le plus d'attaques contre l'armée et qui rejette toute idée de négociation avec Israël. Celle aussi qui semble recruter le plus ces jours-ci à Gaza, même parmi les très jeunes. Les armes sont des jouets. Ce cycle de la violence paraît impossible à briser. Le grand nombre de victimes palestiniennes de ces dernières semaines pousse la population vers les adversaires du processus de paix. Les modérés sont de moins en moins écoutés. J'ajoute que le secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, a déploré ces incidents et ces graves affrontements dans les territoires occupés par Israël et il a appelé les Palestiniens et les Israéliens à la retenue. Revenons au sida maintenant, à ce sujet. La journée, vous savez, n'a pas été seulement marquée par le gala de solidarité de Liz Taylor à Cannes. Il faut se souvenir aussi qu'il y a 10 ans, 3 Français découvraient le virus du sida. Un anniversaire dont on ne peut pas se réjouir, bien sûr. Mais il faut tout de même saluer ces 3 chercheurs français de l'Institut Pasteur. Ils s'appellent Françoise Barré-Sinoussi, Jean-Claude Sherman et Luc Montagnier. Rappel avec Florence Bouquilla. 20 mai 1983, à l'Institut Pasteur de Paris, l'équipe du professeur Luc Montagnier annonce la découverte du virus du sida. Presque au même moment, aux États-Unis, le professeur Robert Gallo fait part du même résultat. C'est le début de la polémique franco-américaine, chaque parti revendiquant la paternité de cette découverte. En fait, le HIV, ainsi baptisé en 1986, virus de l'immunodéficience humaine, est déjà apparu depuis 1981 au moins sur les sols américains et français. C'est l'époque des 4 H, homosexuels, héroïnomanes, haïtiens, hémophiles, les communautés apparemment les plus touchées par cette épidémie d'immunosuppression. L'on sait depuis que le sang et le sperme sont les premiers vecteurs du virus et qu'ils concernent le monde entier. Il faudra pourtant de longues années et beaucoup de pression de la part de certaines équipes médicales pour que les gouvernants comprennent l'ampleur du fléau. Depuis, des progrès ont été faits dans le traitement des malades et des séropositifs grâce aux antiviraux type AZT ou DDI. Progrès également dans la prévention des infections opportunistes type pneumocystose et toxoplasmose et des infections virales. Mais aujourd'hui encore, certains, dont le professeur Jean-Claude Sherman, co-découvreur du virus, estiment que les crédits consacrés à la recherche sont ridiculement bas. Pourtant, selon lui, l'année 93 sera décisive pour la recherche d'un vaccin. Et donc aujourd'hui à Cannes, en marge de la compétition officielle du cinéma, l'événement a été créé par Liz Taylor et aussi Lynn Renaud qui va être notre invitée tout de suite. Elles vont présider toutes les deux le dîner de ce soir destiné à rassembler des fonds. En prélude, la projection du film de Stallone, affluence de stars donc sur les marches tout à l'heure. Cannes aime bien que son festival accueille les mythes du cinéma. Elizabeth Taylor et Sylvester Stallone,
en sont tous les deux dans leur genre. Des exemples de générosité aussi, puisqu'ils sont à la tête de la solidarité dans la lutte contre le sida. Voilà, alors tout de suite, on va retrouver en direct de Cannes Lynn Renaud. Bonsoir Lynn Renaud. Bonsoir Hervé. Vous êtes toujours en tête des combats de solidarité, notamment dans la lutte contre le sida. Alors simplement une petite question préalable. Qui organise le gala de ce soir? C'est Liz Taylor, c'est vous Lynn Renaud, c'est les Français, c'est les Américains, on ne sait plus très bien. Non, je crois que il faut saluer la première initiative importante franco-américaine. L'idée est venue d'AMFAR, donc l'organisation que préside Elizabeth Taylor, et elle a été accueillie avec beaucoup de générosité par les responsables du Festival du film international de Cannes. Et les fonds qui seront recueillis ce soir seront attribués d'une part à l'Association des artistes contre le sida, dont d'ailleurs Elisabeth est la marraine, puisqu'elle est venue en octobre 1985, spécialement de Los Angeles à Paris, pour aider les artistes français qui avaient décidé de s'unir autour de moi dans une association pour soutenir notre association. Donc, d'une part, les fonds iront à la ACS, l'Association des artistes contre le sida, et aussi à Aide France, qui fait un travail remarquable à travers toute la France. Et d'autre part, le programme de AMFAR, l'organisation d'Elisabeth, qui veut dire American Foundation for Aid Research, privilégie surtout actuellement les pays du tiers-monde, dans les soins, l'éducation et la prévention. Et l'argent n'ira pas aux États-Unis, l'argent ira dans les pays du tiers-monde. Voilà qui est très clair. Voilà. Lynn Renaud, vous qui vous battez quotidiennement... Je peux vous dire, excusez-moi de vous couper, Hervé, je peux vous dire par contre, où nous, l'Association des artistes, les fonds recueillis, donc ce soir, par l'Association des artistes, ces fonds seront immédiatement reversés aux institutions les plus qualifiées dans la recherche médicale et dans la recherche clinique. Les cliniciens ont vraiment besoin de nous. Les pouvoirs publics, c'est vrai, il faut tellement d'argent pour le sida que les pouvoirs publics aident bien la recherche fondamentale. Alors justement, j'avais une question à ce sujet parce que c'est vrai que maintenant c'est un problème de santé publique très général. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les politiques, les hommes politiques sont un peu en retrait et qu'il ne suffit plus des initiatives comme les vôtres? Il faut une politique plus générale, plus globale. Oui, je crois que je suis d'accord avec vous, mais aussi, bon, l'État ne peut pas tout, c'est tellement gigantesque. Alors c'est pour ça que les fonds privés sont toujours indispensables, d'abord plus souples, ils sont là immédiatement, et pour aider non seulement la recherche clinique, mais attention, j'en arrive aux malades, les soins, les associations de bénévoles qui sont en prise directe avec les malades. Les malades ont besoin de nous. Et puis, nous sommes le pays quand même, il faut réaliser que nous sommes le pays de France. La France est le pays le plus touché d'Europe. Oui. Lynn, vous qui vous battez toujours contre l'intolérance, notamment dans ce cas-là, est-ce que vous avez l'impression, et notamment pour que cette maladie soit considérée comme une maladie tout à fait comme une autre, est-ce que vous avez l'impression que les mentalités changent? Un peu, mais lentement. Pas assez. Il faut aller vers les malades, il faut leur tendre la main, il faut qu'il n'y ait aucune discrimination. Ça ne s'attrape pas en serrant la main par la transpiration, ça ne s'attrape pas en essuyant la larme d'un enfant hémophile. Je ne sais pas, ça a tellement été expliqué que c'est encore incroyable qu'il y ait tellement de gens qui ne comprennent pas. C'est pour moi le sida est la chose la plus importante il faut se battre parce que elle touche la jeunesse. La jeunesse, c'est l'espoir, la jeunesse, c'est demain. Et sans jeunesse, si on ne trouve pas, sans jeunesse, il n'y aura pas de demain. Merci Lynn, merci pour votre témoignage et puis merci pour votre combat quotidien. Merci, à bientôt. Le reste de l'actualité maintenant, avec d'abord ce fait divers incroyable qui, vous allez voir, on passe dans un tout autre registre, qui prend toute sa dimension puisque nous en parlons le jour de l'Ascension.
Et c'est curieusement un parachutiste qui a fait une belle ascension. Lâché à 1000 mètres d'altitude, au lieu de descendre, il est monté brutalement à 7000 mètres. Le parachutiste aspiré est justement aspirant au 31e régiment de Castelsarrasin. Patrice Romden. L'histoire débute à 1000 mètres d'altitude dans le ciel du Tarn-et-Garonne. L'officier qui s'élance de l'avion pour un banal saut en parachute est pris dans un front nuageux. Effet immédiat, le parachute de descente se transforme en parachute ascensionnel. À 7 reprises, l'altimètre fera le tour du cadran. 7000 mètres d'altitude, le froid paralyse, l'oxygène manque, le parachute se met en torche. L'officier s'en débarrasse et ouvre son ventral, dernier geste avant de perdre connaissance. On le retrouvera inanimé à 50 km de son point de chute prévu. Hospitalisé, il souffre de brûlures, ses jours ne sont pas en danger. Étonnant. Alors maintenant, on va parler d'histoire tout à fait sympathique, puisque le parc de Thoiry, le parc d'animaux, a 25 ans. Il y a un quart de siècle, lâcher des animaux sauvages dans un parc pouvait sembler assez farfelu. Henri Elie, Vincent Maillard, le pari est gagné. L'Afrique. L'Afrique comme si vous y étiez, mais à 40 km de Paris. Chez les animaux, il y a les prédateurs et les proies. Il faut donc les séparer. 250 hectares de parcs ont été aménagés afin de respecter et l'habitat et les mœurs propres à chaque espèce. Harmoniser tout cela au beau milieu des événements de mai 68 ne fut vraiment pas chose facile. Tant que les gens ont eu de l'essence, ils sont venus. Et puis moi, je me suis retrouvé à court d'essence. Alors là, j'ai bien été dépanné parce qu'il y a des grands patrons, des patrons de la CGT Pétrole qui ont dit « Ah, les animaux ne doivent pas souffrir de la révolution, c'est pas de leur faute. On va aider monsieur de la Panouse. » Ils m'ont envoyé un camion d'essence et ça nous a bien aidé à gérer le parc dans un moment difficile. Si aujourd'hui l'on peut voir des scènes de la vie sauvage comme nulle part ailleurs, le parc de Thoiry, plus de 13 millions de visiteurs en 25 ans, est un peu victime de son succès. De 200 animaux au tout début, il doit gérer maintenant plus de 800 bêtes et limiter le nombre croissant des naissances afin de préserver le patrimoine génétique des espèces. Présenter les animaux, c'est bien, mais si en plus de ça, on sait qu'on rend service à l'espèce dans le milieu naturel, c'est encore mieux. Tout au long du parcours, visite à domicile. Stars et starlettes et attractions. En sport, un résultat de rugby, vous l'avez peut-être vu en direct sur France 2, c'était cet après-midi. Le 15 de France a été brillant face à la Roumanie, à Bucarest, à l'arrivée 37-20. Thierry Clopo. La première véritable éclaircie dans la grisaille de Bucarest. Il faut attendre la 39e minute pour cette attaque grand côté enclenchée par Sadourny et conclue ici par l'ailier de Pau, Philippe Bernatsal. À la mi-temps, 16-3 pour le 15 de France. Deuxième période, les trois quarts français se sentent pousser des ailes. Numéro de Passadis, les Roumains n'y voient que du feu, décalage. Et deuxième essai de Bernatsal. Les Roumains débordés ont sans doute la tête ailleurs. Il est vrai, plus perturbés par les problèmes de chômage actuellement en Roumanie que par le souci du jeu. Résultat, ils font des fautes et c'est à nouveau l'ailier palois qui en profite. C'est la passe de 3 pour Bernatsal. 59e minute, la réaction d'orgueil des Roumains avec cet essai en force du petit demi de mêlée Meaga. Espoir de courte durée et nouvel essai d'école du 15 de France. Le ballon vole de main en main des avants en trois quarts. Rugby Champagne pour un essai signé Marc Cessillon. Cessillon qui retrouve ses jambes de 20 ans. À la dernière minute, le 15 de France, sans doute déconcentré, encaisse un essai de voleur signé Léonté, qui joue d'ailleurs en France, à Vienne. Score final 37-20. Dans 15 jours, la France débutera sa grande tournée en Afrique du Sud et là-bas, ce sera une autre paire de manches. Pour terminer, pour le plaisir, quelques images de l'anniversaire de Charles Trenet qui sera, je vous le rappelle, cet hommage diffusé lundi soir sur France 2. La soirée avait lieu hier soir à l'Opéra Bastille. Gérard Dalmaz. Sur la planète Variété, Trenet a toujours été un martien. Ce jeune homme vert ne cesse de nous épater. En 1942, il est déjà fidèle à sa légende.
Monsieur Ambroise, 7 rue du Vieux-Colombier, Paris, marchand de coco et soda, virgule, jardin de Luxembourg, actuellement sans travail, point. Toujours désireux reconnaître petit métier, vous offrez séjour, etc. Bon, parfait. Cette nuit, pour son anniversaire public, à l'Opéra Bastille, il a continué à nous la jouer à la surprise. Le talent, les trouvailles, les audaces, l'humour. Quand je serai grand, je voudrais devenir un enfant, disait le poète. C'est le cas de Monsieur Trenet, qui fait rimer 80 ans avec fringant. Quand même, il fait pas son âge, disait un spectateur un peu innocent cette nuit. Tu parles, Charles. C'était merveilleux, je ne l'espérais pas. C'était splendide, il y a eu une communion magnifique avec ce public, qui était un public comme je l'aime et comme il m'aime. Un patrimoine de 1000 chansons, bon pied, bon œil, bonne plume. Trenet est entraîné pour encore nous étonner. Un homme heureux, c'est la faute du swing, ça conserve. Fin de cette édition, la météo dans un instant avec Nathalie Riouet. Demain, le temps va s'améliorer, annonce-t-elle, et c'est samedi et dimanche qu'il fera vraiment beau. N'oubliez pas, aussitôt après ce journal, vers 20h50, envoyé spécial. La dernière édition du journal, ce sera Philippe Lefebvre vers minuit. Bonne soirée sur France 2. À demain, 20h.